Bienvenue à tous et merci une fois de plus d'être fidèles au programme de la RTM. Vous êtes dans Actupo, 16e numéro. Actupo, c'est votre magazine qui passe au crible les questions brûlantes de l'actualité politique nationale. Alors, pour ce débat d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau M. Ibra Ndiaye. Il est membre du directoire de l'APR, par ailleurs directeur général de l'Agence nationale pour la promotion et le développement de l'artisanat. M. Ndiaye, bonjour et bienvenue. Bonjour, nous sommes là devant les auditeurs pour débattre des questions les plus brûlantes de ce pays-là. Alors, nous vous remercions pour cette émission Actipo qui est suivie de partout. Merci, M. Ndiaye. Avec nous également en studio, M. Hassan Ba. Il est membre du comité directeur du PDS, cadre au Parti démocratique sénégalais. M. Ba, bonjour et bienvenue. Merci Saleh. Je voudrais d'abord vous remercier de l'invitation que vous m'avez faite et par la même occasion dire un bonjour amical à mon co-débatteur, M. Ibra Ndiaye de l'APR, tout en saluant nos concitoyens sénégalais et d'ailleurs qui nous suivent en ce moment. Merci de votre invitation. Merci, M. Ba. Alors, on a beaucoup épilogué sur l'acte 3 de la décentralisation, notamment avec la suppression des régions et l'instauration des départements. Qu'en est-il réellement, M. Ndiaye? Alors, je vous remercie de cette invitation. L'acte 3 de la décentralisation, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait déjà une décentralisation politique avec la prise de pouvoir au mois de mars 2012. Le président Macky Sall s'est rendu compte qu'il va falloir une décentralisation économique. Aujourd'hui, les régions seront supprimées, mais remplacées par des départements. Parce que moi, ce que j'ai constaté tout le temps, je l'ai souvent dit, et d'ailleurs, certains responsables libéraux m'ont conforté dans cette situation pour me dire que les conseils régionaux n'avaient que des budgets de fonctionnement. Cela veut dire que ils ne s'occupaient que des salaires des conseils et du président de conseil. Et à ce niveau-là, nous, en ce qui nous concerne, moi je me suis rendu compte que dans ma communauté rurale, je n'ai jamais vu un apport, en tout cas, de ces conseils régionaux. Donc ça pose problème. C'est important aujourd'hui qu'on en parle parce qu'aujourd'hui, avec les conseils départementaux, je pense que les collectivités locales, c'est-à-dire les communes qui seront créées, vont être servies en réalité des budgets qui seront dans les départements. Et à ce niveau-là, je pense que ce ne serait que à ce niveau-là, c'est important. Aujourd'hui, nous saluons cette mesure qui a été prise pour cette année, l'année qui vient de finir, 2013, pour vous dire que l'acte 3, en tout cas, nous saluons vraiment cet acte-là. À l'échelle de la gouvernance locale, quelle est, M. Ba, votre compréhension sur les craintes émises par les présidents de conseils régionaux et aussi les travailleurs des régions? Merci, M. Saleh. Je voudrais dire à mon tour que l'acte 3 de la décentralisation, tel que stipulé présentement par le gouvernement du Sénégal, est parti pour être un échec patent. Le premier élément d'échec, c'est qu'il n'y a pas eu de partage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de consensus avec la classe politique. L'acte 3 a été voté à l'Assemblée nationale le 19 décembre 2013. La loi a été promulguée le 28 décembre 2013 par M. le Président de la République. Et il faut signaler d'ailleurs, vous l'avez très bien souligné, vous avez parlé des présidents de région qui ont terminé le tournée national au niveau des 14 régions du Sénégal pour fustiger justement ce comportement du gouvernement parce que n'ayant pas été associé à la dernière mouture. D'ailleurs, présentement, il y a deux moutures qui sortent. D'une part, la première mouture qui devait être envoyée à l'Assemblée nationale comportait les 3 ordres de collectivités locales, c'est-à-dire les conseils régionaux, les conseils départementaux et les communes. Parce que vous comprenez que les communes rurales, de même que les communes d'arrondissement, ont été supprimés à la faveur de communes de plein exercice. Donc dans la première mouture, il y avait 3 ordres de collectivités locales. Mais dans la dernière mouture envoyée en catimini et qui a été votée par l'Assemblée nationale, c'est l'élément, le troisième élément d'ordre de collectivité, c'est-à-dire le conseil régional, a été supprimé. Alors il n'y a pas eu donc de concertation avec l'Union des associations des élus locaux, avec l'association des présidents de région, de même d'ailleurs que l'association des maires du Sénégal. Ça, c'est extrêmement grave. Je voulais quand même le relever. Relever également que même au niveau de la classe politique, il n'y a pas eu de consensus par rapport à ça. Or,
il est dit quelque part, c'est le protocole additionnel de la CEDEAO, chapitre 1, article 2, qui le dit, qui dit à l'approche des élections, à 6 mois des élections, forcément, il faut qu'il y ait un consensus. Et s'il n'y a pas de consensus, on ne devrait pas changer les règles du jeu. Mais malheureusement, malgré cela, on a violé ce principe, on a violé cet acte qui a une valeur supranationale conformément à l'article 98 de la Constitution. Parce que l'article 98 de la Constitution dit que les arrêtés et instruments ratifiés ou approuvés par les gouvernements ont une valeur supranationale. L'article 98 de la Constitution. Vous comprenez là également, il y a une violation flagrante de la Constitution par M. le Président de la République. Donc, à tout casser, je pense véritablement, c'est parti pour un échec patent. Le troisième élément d'échec. Le président n'avait pas voulu recevoir les présidents régions. Mais dès qu'ils ont fait le tour des 14 régions avec le Conseil national des travailleurs, alors il y a au moins 1300 environ travailleurs au niveau des 14 régions du Sénégal qui ont fait une très bonne communication au niveau national, qui ont alerté les chefs religieux de tous ordres confondus. Alors le président était obligé, hier après eux, de les recevoir au palais. Il a commencé à discuter avec eux, alors qu'au départ, il n'avait pas accepté. Et si, en tout cas, mes informations sont exactes, il va les recevoir également vendredi prochain pour continuer à discuter avec eux. Cela montre simplement qu'il y a également une crise de confiance alors par rapport à ça. Parce que je pense que véritablement, lui, il considère la clé de voûte des institutions. Je pense que quand on prend des décisions majeures qui engagent la nation, on doit véritablement en parler avec toutes les composantes. C'est pour cela, je pense franchement, que cet acte 3 de la décentralisation est parti pour être un échec. Il ne faudrait pas copier pour copier. Parce que même au niveau des pays émergents, la France, l'Allemagne, le Canada, même en Algérie, pour parler de l'Afrique, ils ont 3 ordres de collectivités locales, y compris la région. Alors aujourd'hui, donc, on ne peut pas supprimer comme ça la région. C'est absurde. C'est absurde. Alors je pense que franchement, tout cela conforte mes positions et celles de nos concitoyens, c'est-à-dire les présidents de région, l'AMS et l'association des présidents de région, pour dire que franchement, l'acte 3 est mal conduit, il est mal parti, il est mal barré. Monsieur Ba, au-delà de la dimension politique et administrative, il y a aussi les 9 domaines de compétences qui recoupent l'aspect développement local et même durable, Monsieur Ndiaye. Oui, en fait, pour rebondir par rapport donc à l'interpellation donc de mon vis-à-vis, moi je voudrais surtout dire que des préalables ont été donc pris parce qu'il y a eu des concertations, il y a eu des rencontres qui ont eu lieu. C'est à l'issue donc de ces rencontres que donc ce projet a été donc proposé à l'Assemblée nationale. Donc c'est vrai que le président ne pouvait pas à ce niveau-là donc rencontrer les 1300 conseillers. Aujourd'hui, il a si bien dit que les présidents sont en train de faire le tour du Sénégal. Moi, j'ai toujours dit que c'est uniquement pour gérer des intérêts crypto-personnels. Mais en ce qui concerne donc ces localités, ces collectivités locales, ils ne se retrouvaient pas dans ces conseils régionaux. À ce niveau-là, moi, je l'ai toujours dit, moi, je viens donc de la campagne, je me suis rendu compte que nos communautés rurales n'ont pas été en tout cas associées dans la gestion. Ça, au moins, c'est un fait qui est là. Rien que cela, donc ça devait pousser les gens quand même à modifier les textes. Ceci dit, il dit que déjà 6 mois avant les élections, on ne doit pas toucher donc à la loi. C'est vrai, aujourd'hui donc on a le droit d'y revenir parce qu'on se rappelle encore avant les élections donc de 2012. Maître Abdoulaye Wade qui avait demandé donc au président de la Sénat de démissionner donc par la force. Deuxième chose, il a tout simplement demandé à ce qu'on puisse modifier 61 points donc du code électoral. Ça, peut-être c'est un oubli, mais ça c'est récent encore. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le président est en train de poser des actes. Et il l'a si bien dit que le président a reçu tous les acteurs. Donc, il va encore les recevoir le vendredi prochain. Cela veut dire que c'est un homme de dialogue. Il est ouvert au dialogue. Il appelle donc ces actes-là à venir donc, autour d'une table pour discuter donc des questions du Sénégal. Parce qu'il y a un penseur qui disait que l'autorité politique en période calme doit être fondée sur le droit. En période de crise, elle doit être fondée sur la peur qu'inspire le pouvoir ou l'adhésion sentimentale qu'il suscite. Si l'un ou l'autre fait défaut, il n'y a plus donc d'État. Aujourd'hui, le président est appelé, de même d'ailleurs que cette loi qui a été donc adoptée à l'Assemblée par rapport à la diminution des loyers, les gens disent que cette loi n'est pas bonne, mais j'ai dit que essayons d'abord de poser des actes et rectifions avec le temps. Parce que le président, moi je l'ai dit, il a toujours demandé aux Sénégalais de se retrouver autour de l'essentiel. Et aujourd'hui, le plus important, c'est qu'il y a un consensus.
Les Sénégalais sont associés dans tout ce qui est en train de faire. Maintenant, les intérêts crypto-personnels, ces politiques-là qui ne sont donc intéressés donc par leur poste, je pense qu'ils ne pourront pas faire reculer le pouvoir. Et ça, c'est important qu'on le dise. Ces présidents de conseil qui gagnent aujourd'hui l'équivalent des salaires de directeurs généraux, avec tous les avantages du monde, mais absolument rien dans les régions. Allez-y à l'intérieur du pays. Moi, je reviens de Tamba avant-hier. Je me suis rendu compte qu'il y a un décalage énorme entre donc, la capitale aujourd'hui, Dakar, et ces localités-là. Rien que pour cela, on doit en tout cas reprendre, revoir ces lois-là et puis en tout cas corriger. C'est dans le but de parfaire. Maintenant, j'ai bien salué donc l'appréciation donc de mon vis-à-vis parce que c'est en cela qu'on pourra avancer. Le fait de donner donc des conseils, d'orienter les gens, que le président puisse s'asseoir avec tout le monde pour discuter. Parce que ce Sénégal-là, nous ne pouvons pas en tout cas le partager. Il faudrait qu'on se trouve autour d'une table pour discuter, pour faire avancer les choses. C'est ça aujourd'hui le plus important. Il faut ce qui est des 9 domaines de compétences. En fait, les 9 domaines de compétences, comme je viens de le dire, aujourd'hui l'acte 3 de la décentralisation a posé des actes. Parce que c'est vrai que c'est un document assez volumineux, on ne peut pas revenir sur l'ensemble de ces points-là. Mais je dis que rien que les compétences transférées, moi aujourd'hui dans ma communauté rurale, qui va certainement devenir une commune, demain, avec donc la coopération décentralisée, j'aurai des partenaires qui vont venir directement investir donc dans cette localité-là. Ce que je n'avais pas les possibilités de faire avec donc le conseil régional, parce qu'il y avait déjà une clientèle politique qui est là, qui sont là, qui discutent donc des questions qui concernent ces localités, mais sans pour autant chercher des partenaires donc à l'étranger pour venir investir dans ces localités. Ce ne serait-ce que dans ce domaine-là, je pense que cet acte au moins mérite d'être salué et puis soutenu. C'est bas. Oui, je considère que le président Macky Sall a été élu par 65% des électeurs qui ont effectivement voté. Il a eu donc un bon pourcentage pour devenir le président de la République, que nous avons accepté, parce qu'il y va de la santé de la démocratie. Mais le président de la République doit justement respecter les lois, parce qu'il en est le gardien principal. Il en est le gardien au premier chef. Il n'a pas été élu pour fouler aux pieds, justement, les lois de la République et les conventions internationales approuvées et ratifiées par le gouvernement sénégalais. C'est un acte fort à relever. Le deuxième élément, mon vis-à-vis a parlé tout à l'heure, il a parlé de Maître Wade. Maître Wade n'est plus au pouvoir. Aujourd'hui, ce que les Sénégalais attendent de M. le Président Macky Sall et de son gouvernement, c'est de faire plus que Wade. C'est de ne pas revenir sur les insuffisances qui étaient commises pendant la gouvernance du président Wade. C'est ce que les Sénégalais attendent de M. Macky Sall. Il ne faudrait pas bon de nous faire revenir en arrière, sinon les Sénégalais vont aller reprendre et aller chercher le président Wade pour l'imposer à la présidente de la République. Je pense que c'est mal barré. Je pense que c'est un argument qui n'est pas un argument de taille, malheureusement. Mes amis ont souvent l'habitude de dire que oui, vous avez fait ceci. Non, ce n'est plus le moment. Nous avions fait notre temps. Nous avons fait des choses bonnes, peut-être parfois qui ne sont pas tellement appréciées. Aujourd'hui, c'est le président Macky Sall qui est là. Il doit dépasser les choses bonnes et ne plus revenir sur les choses qui ne sont pas bonnes. C'est ça justement ce que les Sénégalais attendent de Macky Sall et de son gouvernement. Alors, donc pour revenir véritablement à l'acte 3 de la décentralisation, je l'ai dit tantôt, parce qu'en fait, ce n'est pas de sa volonté qu'il a reçu les présidents de région. Parce qu'au départ, ils ont fait un mémorandum qui lui a été adressé à la date du 27 janvier 2014. Mais il a fait, excusez-moi, la sourde oreille. Il a fallu que nos amis aillent faire le tour du Sénégal, ameuter l'opinion publique nationale et internationale, parce qu'ils ont même été allés au niveau des forats, au niveau de l'extérieur, n'est-ce pas, pour expliciter les positions du gouvernement par rapport à ça. C'est des choses qui n'ont jamais été vues. Ils ont également été saisir mon chef religieux traditionnel pour leur faire part justement de ce mécontentement, de ces erreurs. C'est pour cela que finalement, ils n'avaient pas d'argument. Le seul argument qu'il lui restait, c'est de les recevoir et de voir un peu comment régler les choses qui semblaient l'échapper. C'est ça la vérité. Est-ce que M. Baz, ces départements créés ne nécessitent pas un renforcement financier parce que généralement, ces départements sont sans recette fiscale et puis... Vous savez, Saleh, la vérité dans cette affaire, c'est que le président Macky Sall ne contrôle avec son parti aucune région dans ce pays. Aucune. Il ne compte aucune région. Et il est minoritaire dans ce pays. Il m'a dit tout à l'heure qu'il y a eu des constatations qui ont été faites. Mais je regarde, le Parti démocratique sénégalais, qui est la principale formation politique du Sénégal, n'a pas été associé.
Aux dernières élections législatives, nous avons pesé 300 000 voix. Non seulement nous sommes le premier parti politique au Sénégal, mais nous sommes également le premier parti au niveau de l'opposition sénégalaise. Comment peut-on dire qu'il y a un consensus alors qu'une importante classe politique a été laissée de côté? Ce n'est pas possible. Parlons des choses que les Sénégalais comprennent. Disons-nous la vérité. Regardons-nous les yeux dans les yeux. Ça, c'est une réalité. Vous avez parlé tout à l'heure des financements. Vous comprenez que, d'ailleurs, les régions, de même que certaines collectivités locales, ne vivaient que grâce à la coopération décentralisée. Nous tous, nous sommes des conseils régionaux, municipaux ou ruraux. Parce que ces fonds de dotation ne vont pas... Et pour les régions, il y aura une perte sèche si jamais cette loi passe. Parce qu'il est rapporté justement que plus de 100 milliards provenaient de la coopération décentralisée pour alimenter justement alors ces conseils régionaux. Alors si on perd ce pacte, ça va encore être extrêmement grave. Vous comprenez? Ça va être extrêmement grave. Et je pense que véritablement à ce niveau, il faut se bagarrer. Et d'ailleurs, il y a un autre son de cloche pour dire que ce n'est pas pertinent, l'acte 3. Parce que des composantes de Benno Bokk Yakaar, la mouvance présidentielle, et pas des moindres d'ailleurs, je cite, le Benno Siggil Sénégal, drivé par M. Moustapha Niasse, a saisi officiellement le président de la République pour que la loi ne soit pas promulguée. Malheureusement, elle a été depuis le 28. Un autre cas, la LD, qui est membre appartenant à la mouvance présidentielle, a saisi officiellement également le président de la République pour que la loi ne soit pas promulguée. De même que le PIT. Je pense que véritablement, on ne peut pas nous dire que c'est pertinent. Si c'était pertinent, les composantes essentielles de la mouvance présidentielle n'allaient pas crier à l'eau. Voilà, c'est des faits. Sans compter le rejet unanime des populations, des conjurés et de la plupart des formations politiques dans ces pays. C'est pour dire que cet acte 3 de la décentralisation est mal barré. Véritablement, c'est du fourre-tout. C'est simplement politicien à la limite, parce que le président et son parti ne contrôlent aucune région dans ce pays. Il se dit, allez-y comme ça, avec mes partenaires qui contrôlent l'essentiel des régions, allez-y comme ça, avec l'opposition qui contrôle la quasi-totalité des régions, alors c'est vraiment se faire mordre. Il faut donc éliminer les régions et relever les départements, parce qu'à ce niveau-là, j'ai des ministres, j'ai des députés, j'ai des directeurs, j'ai des ceci, je vais les mettre au niveau des départements, pour à ce niveau-là, je vais gagner. Voilà la tactique politicienne du président de la République. Malheureusement, même si c'est demain, son parti et sa mouvance seront gagnés, seront battus. Les Sénégalais n'attendent que ça. Ça, je vous le dis. Merci, M. Ba. M. Ndiaye. Oui, en fait, c'est vrai que mon vis-à-vis est en train peut-être d'aller un peu loin parce que les élections locales, c'est dans 4 mois. Et ce ne serait qu'une façon de dire que l'histoire va encore se répéter. On se rappelle encore, et c'est un peu récent, avant donc les élections de 2012, ce que disaient donc ces libéraux, qu'Abdoulaye Wade allait rester donc 100 ans au pouvoir. Au finish, on a vu donc que le président Macky est sorti avec donc plus de 65% de l'électorat. Aujourd'hui, en termes clairs, nous savons exactement ce que nous représentons dans ce pays. Et le mieux, c'est d'attendre le moment venu pour qu'on puisse voir. Parce que je pense que c'est le plus important. La seule question que je pourrais peut-être poser à mon vis-à-vis, c'est de lui demander exactement qu'est-ce que ces régions-là ont apporté aux populations. C'est-à-dire aux collectivités locales, les communautés rurales, les villages reculés du Sénégal. C'est une question de taille, parce qu'il y a un penseur qui disait que l'efficacité n'a de sens que dans la durée. Le plus important, prenez un véhicule aujourd'hui pour aller à l'intérieur du pays. Mais c'est aberrant. Moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, il l'a si bien dit parce qu'il est conseiller au niveau donc, de ces localités, de ces collectivités locales. Moi, je ne suis pas conseiller. Mais à ce niveau, pour lui dire, aujourd'hui, l'APR est plus que prêt pour aller à ces élections-là. Et d'ailleurs, le travail qui a été effectué, ces comités qui ont été montés à l'intérieur du pays, et le travail d'arrache-pied que les responsables sont en train de mener sur le terrain, moi, je pense que témoigne que lors de ces élections locales, le parti va s'en sortir vraiment glorifié. Et à ce niveau-là, peut-être, le président l'a si bien compris et il a toujours dit que le chantage ne fonctionne pas avec le président Macky. Les gens s'attendaient peut-être qu'il puisse donc les appeler à négocier avec ces gens-là, à leur demander. Mais il a pris quand même le courage de les appeler autour d'une table pour discuter. Il y a des partis tels que le PDS qui n'ont pas voulu donc venir parce qu'ils ont dit que la lettre les a été mal adressée. Moi, j'ai bien suivi donc cet événement. Il y a des partis qui étaient là et les gens ont discuté autour d'une table et puis cette loi a été envoyée à l'Assemblée, puis promulguée donc. Je pense que donc on a respecté les règles du jeu jusque-là. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, le président Macky est un homme de dialogue. Aujourd'hui que les gens ont tapé à sa porte, il a ouvert pour les recevoir
rapidement. Il a discuté avec eux et Inch'Allah, un terrain d'entente va donc se trouver entre ces deux parties-là. Et je pense que le mieux, c'est que le Sénégal puisse aller de l'avant. D'autre part, je voudrais revenir à un fait. Parce que lui, il dit que Abdoulaye Wade était là. Nous n'avons plus donc référence, nous n'avons plus droit de parler d'Abdoulaye Wade. C'est parce que le président Macky Sall a fait mieux qu'Abdoulaye Wade qu'il a donc instauré la bourse de sécurité familiale. Il a fait mieux que Wade aujourd'hui, il a instauré la diminution des loyers. Il a fait mieux que Wade, il a donc augmenté cette pension des retraités. C'est pas le débat. À l'acte 3 de la décentralisation, parlons-en. Seulement, vous avez introduit... C'est pas de glissement, on y reviendra si vous voulez. Non, je vous suis. Si vous voulez, on y reviendra. Je vous suis sur ce terrain. Oui. Parce que moi, je vous dis, je vous suis sur ce terrain. C'est en fonction, en fait, des questions que vous avez soulevées pour parler donc de ces difficultés-là que rencontrent les Sénégalais, pour faire une comparaison entre la gouvernance sous Abdoulaye Wade et sous le président Macky, que je suis en train de revenir, pour vous montrer que le président Macky Sall a posé autant d'actes salutaires. C'est vrai que ce n'est pas suffisant. Et personne ne peut atteindre donc... Parce qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de voir, depuis donc 2 ans, qu'est-ce que le président a fait. Il a trouvé une dette de plus de 2500 milliards. Ensuite, il y avait un déficit budgétaire de 500 milliards. L'État est en train de payer plus de 65 milliards par mois. Et ça, c'est le vécu des Sénégalais. C'est Abdoulaye Wade qui l'a laissé ici. Très tôt, le président s'est donc engagé donc à régler beaucoup de questions avec donc la réduction des denrées de première nécessité. Et d'autres mesures donc ont accompagné donc le vécu des Sénégalais. Je pense que le plus important, c'est de voir d'abord ces réalisations-là et de demander au président Macky de faire plus et le plus rapidement possible. Et je pense qu'actuellement, avec cette cadence-là qui a été donc accélérée, il faudrait quand même se rappeler, avant 2013, autant d'actes ont été posés par le gouvernement. Et aujourd'hui, c'est sanitaire que moi j'ai dit, même les libéraux, dans leur majorité, il y a des gens qui ont vraiment apprécié ces actes-là posés par le président Macky. Alors, à notre niveau, je pense que le débat est posé. Allons-y donc aux discussions et je pense qu'on pourra donc trouver des solutions. Maintenant, il a rappelé en fait ces partis-là qui ont accompagné le président Macky. La majeure partie de ces partis-là, certainement, il faudrait oser le dire, avec donc le Benno Siggil Sénégal en 2009, sont des conseils soit au niveau des régions ou bien au niveau en tout cas des communautés rurales. Aujourd'hui, ils ne verraient pas quand même que leur mandat puisse être donc abrogé, que ces régions puissent être donc supprimées. Mais le plus important, et d'ailleurs on l'a souvent dit, la cohabitation peut pousser parfois à une certaine immobilité. Et aujourd'hui, le plus important, le président Macky a appelé tous ces Sénégalais-là, seulement pas son parti, parce qu'il a appelé les Sénégalais autour d'une table pour discuter de ces questions-là. Pas uniquement les politiques, parce que c'est le plus important, c'est d'associer tous les Sénégalais, ceux qui sont dans les communautés rurales, dans les villes les plus reculées, qui se sentent donc dans cette gestion de ce pays-là. Mais M. Ndiaye, est-ce qu'une collectivité locale aussi importante que le département devrait être créée par décret? Vous ne pensez pas que cela devrait se créer par une loi, comme ça a été le cas pour la région? Non, en fait, moi, ce que je comprends bien, parce qu'il y a une loi qui a été envoyée à l'Assemblée nationale, c'est l'acte 3 de la décentralisation. C'est-à-dire, c'est un ensemble de questions qui ont été soulevées. Maintenant, il peut y avoir que le président puisse prendre des décrets pour promulguer. Mais je dis que la loi a été envoyée à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un décret qui a donc créé ces départements-là. Donc il y a une loi, l'acte 3 de la décentralisation. Moi, je vous ai dit que le texte est volumineux. On ne peut pas, en tout cas, parcourir tout le texte, mais ça a été envoyé à l'Assemblée et approuvé par les députés. Et quoi qu'on puisse dire, s'il dit qu'aujourd'hui le PDS est majoritaire dans ce pays-là, ils ont combien de députés sur les 160 ou 150 que compte le Sénégal? Alors, s'ils ont la majorité, pourquoi ils n'ont pas 60 ou 75 députés à ne pas faire passer cette loi-là? Et cette loi est passée à l'Assemblée, ce sont les députés qui l'ont votée. Et parmi ces députés, même certains députés libéraux ont approuvé et ont voté cette loi-là. Pour vous dire qu'aujourd'hui, je pense que ceux qui représentent le peuple, ce sont ces députés-là, parce qu'ils ont été sur le terrain. Les Sénégalais ont choisi ces gens-là à travers donc, les élections législatives, et ce sont ces gens-là qui représentent, jusqu'à preuve du contraire, le peuple sénégalais. S'ils disent que cette loi-là est bonne, allons-y, appliquons-la. Je pense que le mieux, c'est d'accompagner cette loi et essayer quand même de l'améliorer, comme on a l'habitude de dire. Donc, rien n'est parfait. Il faudrait donc, avec le temps, qu'on puisse améliorer cette loi. Et je pense que les gens sont sur cette voie, parce que le fait que ces conseillers-là, ces présidents de conseil et l'Union nationale puissent donc se retrouver autour d'une table pour discuter, je pense que les gens vont requérir ces questions-là et les intégrer dans l'acte. Merci, M. Diallo. Est-ce que vous ne pensez pas que les conditions de création ne devraient pas être revues? Vous avez parfaitement raison, cela montre simplement l'impertinence de l'acte 3 de la décentralisation. Lui-même, il est en train de tourner en boule leurs amis, ceux-là avec qui ils sont ensemble au niveau de Benno Bokk Yakaar. Ce n'est pas pour rien que ces partis qui ont une connaissance réelle
de la décentralisation qui ont au moins une quarantaine quand même de vies, n'est-ce pas, dans l'activité politique, parce que le Parti socialiste et sa frange de l'AFP et d'autres partis quand même ont une vie terrible dans ce pays. Ces partis connaissent véritablement ce que veut dire la décentralisation, contrairement à l'APR qui vient de naître, qui n'a pas encore véritablement l'expérience requise. C'est ça le problème. Mais je voudrais quand même relever quelques éléments tout à l'heure. Nous sommes conviés ici pour débattre de l'acte 3 de la décentralisation. Il a fait un glissement sur certains aspects, il a parlé du groupe familial, etc. Moi, je voudrais rester dans le cadre vraiment du débat. Mais quand même, bien que je sois prêt à débattre avec lui sur toutes les questions, il n'y a pas de problème à ce niveau. On ne peut pas se dérober derrière. Mais je dois lui dire que j'ai dit tantôt que nous étions la principale force politique. Être la principale force politique ne faut pas être majoritaire. Si l'APR était parti seul le 1er juillet 2012 aux élections législatives, il serait très très loin derrière le PDS. C'est connu. Mais vous avez fait une coalition sous Pokanya, une coalition arc-en-ciel. Donc vous ne devez pas vous valoriser de ça. C'est ça l'impertinence. Si le PS l'avait fait, si l'APR l'avait fait, il se retrouverait derrière le Parti démocratique sénégalais. Nous avons engrangé à nous seuls PDS 300 000 voix. C'est ce qui nous donne aujourd'hui le fait d'être la première force politique. C'est ce que j'ai dit. Et ça, les résultats sont là. Ils le prouvent. C'est de cela que j'ai dit. Maintenant, si vous pensez être majoritaire, allons-y seuls, sous la bannière de l'APR. Le 29 juin 2014, si vous n'avez pas encore poussé les élections, vous verrez. Si vraiment vous pensez être majoritaire, je vous prie, je vous demande, et je sollicite le président de l'APR, Macky Sall, d'aller seul sous votre bannière APR, et vous verrez. Justement, ça c'est clair. La tenue vous ne représentez rien dans ce pays. À date échue, oui. Les craintes et inquiétudes se multiplient. Les lenteurs sont notées dans la revue du code électoral. Cela pose véritablement problème. Quel commentaire en faites-vous, M. Ndiaye? Alors, le plus important, je le pense, c'est d'aller sur le terrain et puis d'essayer en tout cas d'avoir la confiance des Sénégalais. Mais je pense que c'est encore récent ce que nous avons vécu avec Abdoulaye Wade. Et je l'ai toujours dit, le fait de penser même que le Parti démocratique sénégalais puisse revenir très rapidement aux commandes de ce pays-là, c'est une illusion. Mais l'illusion, ça tue aussi. Parce que ces gens-là ont fait tellement mal à ce pays-là qu'aujourd'hui, moi, je pense que même le fait d'aller sur le terrain, de parler donc du PDS, ça pose problème. Aujourd'hui, moi, je l'ai dit, et il dit que c'est le parti le plus représentatif. Allons-y aux élections, nous allons voir. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, dans ma localité, je l'ai dit et je l'ai répété, nous n'avons même pas une opposition sur place. Ceux-là qui étaient avec eux ont rejoint donc le parti. Il y a même d'ailleurs certains qui ont essayé quand même d'agiter, de rejoindre l'APR, mais les populations, à la base, ont dit non. Qu'ils soient d'abord jugés, parce que par rapport à cette traque des biens mal acquis, et ces gens-là qui se sont enrichis, parce que moi, quand je regarde ce qui s'est passé dans ce pays durant ces 15 dernières années, vraiment, moi je dis que ce n'est même pas, c'est inhumain. Alors, à ce niveau-là, le mieux, c'est d'abord essayer d'avoir l'avis des Sénégalais avant de se lancer dans une élection. Le PDS est pressé, mais on verra en tout cas le moment venu avec les élections locales ce que l'APR va produire sur le terrain. C'est le plus important. Monsieur Ba. Oui, je pense que mon ami n'a pas d'expérience politique, malheureusement. Et il devrait avoir honte de parler d'enrichissement. Parce que son leader, malheureusement, n'est pas blanc. Je le dis. Je regrette de le dire, mais je le dis, honnêtement parlant. Et il a recyclé tous les prédateurs de l'ancien régime socialiste. Et nous-mêmes, la FNCL, la Fédération nationale des cadres libéraux, nous les avons répondu par une déclaration extraordinaire, qui est d'ailleurs parue dans la presse de ce matin. Je pense que vous devriez avoir honte d'avoir à vos côtés, comme seul penseur, des prédateurs de l'économie nationale. Et aujourd'hui, ce que le président de l'APR a déposé au niveau du Conseil constitutionnel, c'est tache d'huile. Ces avoirs, alors qui cumulés avec les fonctions qu'il a eu accidentées ne lui donnent pas justement ce pactole de 8 milliards à 10 milliards. Vous devez avoir honte. Aujourd'hui, vous êtes le champion des gré à gré. La presse aujourd'hui en a titré. Ça a été la titrage de toute la presse aujourd'hui. 1026 milliards de gré à gré. Alors la DCMP, la Direction centrale des marchés publics, a rendu son réquisitoire. À la suite justement, alors du Forum civil. Je pense que franchement vous êtes mal barré. En 1 an et demi, les marchés gré à gré dépassent largement ce que nous pouvons, avec, sous l'ère Wade,
avait fait. Donc franchement, en fait, de prédateurs, vous êtes mal barrés pour en parler. Les Sénégalais nous observent, les citoyens sénégalais nous observent, nos partenaires au développement nous regardent. Et un peu de patience et regardez les Sénégalais les yeux dans les yeux. Parce que de toute façon, un pouvoir est toujours précaire. Il est précaire. Faites ce que vous avez à faire dans la transparence, dans la sincérité, mais ne trichons pas. C'est ça le mal. Alors, je pense que franchement, à ce niveau, ils sont mal barrés parce qu'en fait, il dit tout à l'heure que le secrétaire exécutif national de l'APR a dit que les échanges auront lieu le 29. Moi, je veux bien. Mais qui parlait hier de respect des calendriers républicains? Qui disait, qui ameutait les jeunes, qui cassait aujourd'hui les cantines, la Sénélec, la Sonatel, les voitures d'autrui, qui brûlaient les pneus ici en disant respect des calendriers républicains? Mais c'est vous. Et pourtant, vous ne l'avez pas respecté. On est très loin de mars 2014. Vous avez dit que c'est le 29 juin 2014. En violation flagrante de l'article 90 de la Constitution et du protocole additionnel de la gestion de la bonne gouvernance de la CEDEAO. Vous le savez tous. Ça, c'est grave. On viole les lois de la République parce qu'on n'est pas prêt pour aller à des élections. Et on nous demandait hier le respect du calendrier républicain. C'est aberrant. C'est aberrant. C'est ahurissant. Non, vous êtes mal placé franchement pour parler de ces choses-là. Alors, vous dites que vous êtes prêts, mais nous le sommes plus que vous. Nous le sommes plus que vous. Je vous ai demandé une chose. Monsieur, la loi sur les collectivités locales oui. ne vous fait pas peur? Bon, elle ne me fait pas peur, malgré les erreurs commises là-dedans. Elle ne nous fait pas peur parce que de cette façon, une loi reste une loi. Tant qu'elle n'a pas été changée, elle a la valeur juridique d'une loi. Donc on la respecte. On la respectera si elle n'a pas été, si elle n'est pas changée entre-temps. Parce qu'en fait, compte tenu du fait que les présidents de région, l'association des maires du Sénégal et la classe politique, tous sont en train de ruer sur les brancards parce qu'en fait, elle n'est pas bonne. Si le président Macky Sall ne recule pas, bon, certainement nous allons aux élections avec cette loi-là. Mais ce qui est malheureux, c'est que ce n'est pas bon de changer pour changer. Ils font de la tricherie. Parce qu'en supprimant les conseils régionaux, c'est pas simplement qu'ils n'en contrôlent aucune région. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, ils veulent se donner une bonne conscience et ils pensent qu'avec ça, ils auront la totalité des collectivités locales. Mais ils se trompent. Ils se trompent. Alors, je pense que franchement, à ce niveau, il y a plein à manger et à boire, mais malheureusement, nos amis font fausse route. Et il est bon de les alerter. Il est bon aujourd'hui de leur dire, attention, faites doucement, dank. Parce que de toute façon, rien ne sert aujourd'hui de faire une loi, de la promulguer et dans quelques années, dans quelques mois, de l'avoir révisée ou changée. Monsieur Ndiaye, le doute n'est plus permis quant à la tenue des locales échues. Mais pourquoi on a changé le mars 2014? On dit aujourd'hui c'est 29 juin 2014. Le doute est là, il persiste. Pourquoi ces partenaires à eux ont saisi officiellement le président de la République pour lui dire qu'il faut changer, il faut revoir? Pourquoi aujourd'hui les régions ont fait le tour du pays et les chefs religieux traditionnels pour dire que ce n'est pas bon? Compte tenu de tous ces aspects, on peut penser véritablement que nous allons vers un troisième report. Mais nous n'accepterons pas parce que nous avons toujours été contre un report. Nous sommes toujours pour le respect du calendrier républicain. Le respect du calendrier républicain. Vous avez quelque chose à répondre par rapport à... Alors, par rapport au respect du calendrier, je pense que nos amis du PDS ne sont pas encore prêts pour aller aux élections. Ça, c'est parce que le président a été clair. Et d'ailleurs, le plus important, c'est de prendre le président Macky Sall au mot. Le parole n'a aucun respect de la parole donnée. Il ne l'a jamais fait. Je vous l'ai dit. S'il vous plaît, pour tout le respect que je vous dois, je ne vous ai jamais coupé. Donc, prenez le amical, c'est amical. C'est amical. Donc, on peut y aller. Voilà. Amical. Très bien. Alors, c'est pour dire que nos amis ne sont pas encore prêts pour aller aux élections. Parce que moi, je l'ai dit, le passé du PDS. Et vous l'êtes? On est encore plus que prêts. Moi, je l'ai dit, je reviens de Tamaya de cela 24 heures. On est plus que prêts pour aller aux élections. Comment comptez-vous justement aller donc à la conquête des porteurs de voix? Non, je vous dis, par rapport aux comités qui ont été installés et le travail que nous sommes en train de mener depuis donc mars 2012, témoigne tout simplement que l'APR est majoritaire dans ce pays-là. Ça, c'est clair. On n'en disconvient pas. Et d'ailleurs, certains même l'ont dit, moi j'ai été interpellé par des gens. Parce que certaines personnes m'ont dit que si le président Macky Sall, par rapport à cette loi donc, sur les loyers, parvenait donc à passer, les Sénégalais vont vraiment voter en majorité pour, en tout cas, plébisciter le parti.
aux élections locales. Parce que c'est important de poser des actes. Alors, il a juste parlé, parce que nous parlons donc de l'acte 3, mais il s'est glissé pour parler donc des gré à gré qu'il vient de lire dans les journaux. Et moi, je me suis dit qu'il va falloir qu'on lise davantage les textes. Et c'est clair parce que il est dit dans les textes de la DCMP que le gré à gré est permis à hauteur de 1 quart, voire 22-24%, c'est-à-dire des marchés. Et aujourd'hui, moi, l'exemple que je prends le plus souvent, aux États-Unis ou bien même un peu partout dans le monde, croyez-vous que la commande de véhicules ou bien d'avions de la présidence puisse être passée par des DRP ou des avis d'appel d'offres? C'est la sécurité de l'État. On ne peut pas utiliser donc des adversaires politiques parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il faut oser le dire, ils ont créé pas mal de sociétés entre 2000 et 2012. Aujourd'hui, l'ensemble des avis d'appel d'offres et les DRP que vous lancez, ce sont en majorité des libéraux qui détiennent donc ces sociétés-là. Ils vont venir soumissionner pour gagner ces marchés. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, par rapport à la sécurité publique, par rapport à ces commandes de carte d'identité au niveau donc du ministère de l'Intérieur, qu'un libéral puisse donc gagner ces marchés-là, qu'est-ce qui va se passer? Alors je pense qu'il y a de ces marchés qui sont exempts. Ça, il faudrait le comprendre. Et si vous prenez le budget du Sénégal, vous le divisez par 4, vous allez tourner autour de ce montant dont annoncent les journaux. C'est clair ça. Donc, c'est permis par la loi. Maintenant, le président Macky Sall l'a dit, il y a des blocages liés donc au code des marchés. Et ça, les gens vont travailler en tout cas pour améliorer cette loi-là. Moi, j'ai eu l'habitude aussi de dire, c'est Jean-Jacques Rousseau qui le disait, au-delà des lois politiques, des lois civiles et des lois pénales, il y a une 4e loi qui est de loin la plus importante. Cette loi n'est bravée ni sur le rein ni sur le marbre. Et cette loi n'est rien d'autre que la morale. Et aujourd'hui, le président Macky Sall est en train de travailler. Parce que d'abord, dans un premier temps, il a dit ce matin, nous devons donc travailler pour l'éthique, travailler pour la morale, c'est-à-dire le comportement des citoyens. Si nous parvenons donc à régler cette question-là, je pense que ce serait même une révolution dans ce pays-là. Le reste maintenant va venir. Et Senghor d'ailleurs pour rejoindre qui disait que la misère politique est beaucoup plus condamnable que la misère économique. Parce que c'est la première qui mène à toutes les dérives. Ce que le PDS nous a habitués, c'est quoi? C'est-à-dire, au-delà même des gré à gré, c'est un des détournements de deniers publics. Nous avons assisté à des trucs inimaginables au bout de cette dernière année, entre 2007 et 2012. Qu'est-ce qui a poussé le président Macky Sall à quitter le PDS? Parce que tout simplement, il a appelé le fils du président à venir répondre à l'Assemblée. Les gens se sont bousculés pour l'exclure du PDS. Il a démissionné de l'ensemble de ses postes électifs pour devenir un citoyen simple, comme il a l'habitude de le dire. Si ces gens-là disposaient d'un seul élément de détournement, de deniers, comme ils le soutiennent aujourd'hui, ils allaient le mettre en prison. Mais ils ont cherché pendant des années, ils n'ont rien trouvé. C'est maintenant qu'à travers donc une presse, à travers donc de la manipulation, il essaie de faire croire au peuple sénégalais que le président Macky Sall dispose d'un tel montant. Il ne l'a jamais dit et personne ne l'a dit d'ailleurs. Ce sont des rumeurs qui sont là, qui circulent autour donc de ces rues-là. Mais vous n'allez jamais trouver dans un document où on a dit que le président Macky Sall détient donc ce montant-là. Et ces gens-là, moi je l'ai dit, parce qu'ils savaient que le président Macky était déjà un candidat potentiel aux élections de 2012. S'il disposait d'un seul élément contre lui, il allait le mettre en prison. C'est parce qu'ils n'en disposaient pas. Maintenant, ils sont dans leur rôle c'est de s'opposer. C'est de chercher des éléments à accuser une personne. Mais comme je viens de le dire, essayons de nous mettre du côté de la morale, parce que c'est le plus important. Et si on le fait, Inch'Allah, je pense que ce pays va se redresser. Merci, M. Ndiaye. Maintenant, le plan Sénégal émergent très vite. Est-ce que ce programme ne serait pas en train d'être enterré, d'enterrer en tout cas le Yoonu Yokkouté tant prôné par le président Macky Sall? Alors, j'ai écouté ce week-end des responsables de Rewmi et tant d'autres, ils sont en train donc d'emporter beaucoup de personnes pour dire que le plan Sénégal émergent veut remplacer le Yoonu Yokkouté. Mais entre un programme et un plan, il y a une différence énorme. Donc ce n'est pas le cas. Non, ce que je suis en train de vous dire, moi, j'ai eu des diplômes en management des projets. Ce que je vous dis, un plan émergent, c'est créer des projets structurants que vous allez présenter à des partenaires pour un financement. Alors, tandis que le programme Yoonu Yokkouté, à l'intérieur du programme, vous n'allez pas voir des projets. Ce n'est pas possible. Les projets structurants, vous les voyez dans le plan. C'est dans le plan que vous allez mettre des projets dans l'agriculture, dans l'artisanat, n'est-ce pas? Créer en fait des projets que vous allez proposer à des partenaires pour un financement, ou bien que l'État va financer à travers donc les BCI. Moi je dis qu'à ce niveau-là, il y a une confusion de taille qu'il faudrait donc éclairer. Parce qu'il y a une différence énorme entre un programme et un plan. Un plan peut être inclus dans un programme. Pourquoi les gens veulent faire croire aux Sénégalais que le plan Sénégal émergent veut remplacer le Yoonu Yokkouté? Moi j'ai le Yoonu Yokkouté, j'ai le programme avec moi. Vous consultez le Yoonu Yokkouté, du début à la fin, vous n'allez jamais voir un projet, tandis que dans le plan Sénégal émergent, il y a des projets structurants dans tous les domaines d'activité.
que vous allez voir. Donc il y a une différence énorme entre ces deux-là. Nous ne devons pas en tout cas faire cette confusion. Je pense que les intellectuels doivent aider donc cette couche-là à comprendre qu'il y a une différence énorme entre ces deux-là. Qu'aujourd'hui le plan Sénégal émergent, c'est un plan que l'État va mettre en place, un plan qui va donc fonctionner pour jusqu'en 2017 pour au moins trouver des financements à ces projets-là que nous avons donc élaborés et que nous présenterons donc aux partenaires à travers donc le groupe de contact. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est important de clarifier cela. Merci, Monsieur Ba. En principe, ce projet devrait être synonyme d'un plan pour un Sénégal indépendant, en tout cas pour la prospérité partagée, avec peut-être la claire conscience que nous devons rien attendre si ce n'est de nous-mêmes. Vous avez raison, Ali, mais je pense malheureusement que le plan va nous aliéner davantage. Alors, le président Macky Sall est parti pour s'endetter et endetter le Sénégal pour au moins une 50aine d'années. Et c'est extrêmement grave. C'est là où nous devons prendre nos responsabilités. Je devrais d'ailleurs rappeler que pour la première fois que le président en parle, c'est au niveau de l'hôtel King Fahd Palace, où il a réuni les partenaires au développement et ses consultants qui ont eu justement à lui faire ce plan Sénégal émergent, que d'aucuns qualifient d'ailleurs d'une pâle copie de Gabon émergent, et également de ce que nous avions laissé ici, le document politique, économique et social, sous l'ère Wade. D'abord, il y a beaucoup de problèmes, parce qu'on a laissé des fonctionnaires émérites ici, au niveau du ministère de l'économie et des finances, au niveau du budget, pour faire payer 2 milliards 500 millions à des étrangers, à des cabinets étrangers, pour nous produire ce projet. Alors que nous avions des fonctionnaires qualifiés pour le faire, des économistes de haut rang. C'est ce qui a valu d'ailleurs à notre ami Moubarak Lô de claquer la porte et de partir et de sortir du gouvernement. Rappelez-vous. Alors aujourd'hui, ils confondent ce que c'est une stratégie, ce que c'est un programme et ce que c'est un plan. Il a raison de dire qu'un programme n'est pas un plan, il a parfaitement raison. Mais il y a une confusion. La première confusion a trait au Yonou Yokouté. Ils ont fait la campagne électorale avec ce fameux Yonou Yokouté, comme ils le disent. Je leur concède cela. C'est leur vocable, pour ne pas dire le vocabulaire. Ils ont rué à tour de rôle, ils sont partis partout avec. Pendant 2 ans, absolument rien ne bouge. Le pays est plombé. Le pays est plombé. Ils se sont rendus compte véritablement que ce plan-là, Yonou Yokouté là, ne peut pas faire prospérer le pays. Alors, ils ont changé le document de politique économique et sociale sous l'hervage au détour d'un séminaire d'ailleurs, dans un hôtel La Place, pour changer simplement quelques aspects et lui donner cette appellation de stratégie nationale de développement économique et social. Mais tout le monde sait que c'est une copie pâle. Si vous prenez le document politique économique et social laissé par le président Wade et la stratégie nationale de développement économique et social, c'est pratiquement les mêmes termes, c'est les mêmes phrases, à part quelques petits éléments qu'ils ont créés là-dedans. La capsule, les bourses familiales et FONGIP, FONSIS. Il n'y a que ça. Alors, ça ne peut pas développer le Sénégal. Aujourd'hui donc, ils se lancent alors dans cette affaire de plan Sénégal émergent. Ils sollicitent 1853 milliards si mon esprit ne me trahit pas. Alors, et il semblerait d'ailleurs que c'est le président de la République en tête, himself, qui ira au Club de Paris les 24 et 25 février pour discuter avec les bailleurs de fait, avec les bailleurs de fonds. Je rappelle pour l'histoire que sous Wade, jamais le président Abdoulaye Wade est parti solliciter des fonds au niveau du Club de Paris ou des partenaires au développement. En 2003, c'est le premier ministre Idriss Seck qui est parti au Club de Paris. Il a engrangé 840 milliards. C'était en fait les besoins estimés par le gouvernement du Sénégal. Et en 2009, c'est le premier ministre Hadjibou Soumaré qui est reparti, je dis bien en 2009, et il a engrangé 1837 milliards. C'est-à-dire qu'il a dépassé même ce que nous avions sollicité. Parce que simplement nous avons eu à faire des projets structurants. Regardez le Sénégal, sous Wade, comment il était.
Ça a bougé. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui travaillaient. On a fait des chantiers structurants. La santé, l'éducation. Comprenez, partout. Ça a bougé au niveau national. Regardez ce qu'on a réalisé. Et les bailleurs de fonds, donc, avaient totalement notre conviction. Mais aujourd'hui, depuis, ça fait 2 ans que le gouvernement actuel est là. Qu'est-ce qui bouge? On te dit que le pays est maquis. Depuis il faut maquis. Rien ne bouge. Ils ont des problèmes. Ils ne peuvent pas arrêter. Et c'est aujourd'hui, lui-même, mon contradicteur tout à l'heure, a fait une sortie pour légitimer les gré à gré. Mais c'est grave. Votre position tout à l'heure, vous allez légitimer, malheureusement, c'est pas bon. Vous n'avez pas compris. Non, j'ai très bien compris. Bien dit que le code non, écoutez, ne me parlez pas de code, parce que le code, nous le connaissons comme n'importe quel citoyen sénégalais. Nous avons été aux affaires, nous avons géré, nous connaissons le code, mais malheureusement, vous êtes en train de le dépouiller pour accélérer, au lieu d'accélérer la cadence économique, c'est pour accélérer justement les vols, les magouilles et les gré à gré, les ententes directes, malheureusement. C'est ça, le pays est bloqué, malheureusement. Merci, M. Ba. Nous reviendrons à vous pour votre dernier mot. Une réponse très vite. Une réponse très vite. De l'émission. Alors, excusez-moi une seconde. S'il vous plaît, M. Ba. Et comme je viens de le dire, hein, oui, très rapidement, hein, je vais peut-être ramasser tout ce qui a été dit. Donc, vous savez pertinemment que moi, en venant donc débattre ici, j'avais absolument rien préparé par rapport, parce qu'en tant que Sénégalais, nous sommes au diapason de tout ce qui se passe. On est prêt à débattre sur n'importe quel sujet. Alors, c'est pour dire à mon ami qu'au mois d'avril 2012, le Sénégal et l'université sénégalaise évoluaient vers une année blanche. Le président Macky l'a sauvé. Rien que cela, quand même, ça... Il n'a rien sauvé. Il a sauvé quand même l'année blanche. Je vais revenir là-dessus. Il a sauvé l'année blanche. Alors, Wade et ses fonds, si vous dites aujourd'hui que Wade ne s'est jamais déplacé, c'est vrai qu'il n'était pas à Paris, mais Wade était dans les pays du Maghreb. Wade était dans les pays Je parle du club de Paris. Non, ce que je suis en train de vous dire, Wade s'est toujours déplacé pour chercher des fonds. C'est différent. Non. Macky Sall le fait aussi. C'est la même chose. Donc, pourquoi incriminer le président Macky Sall? Des bailleurs de fonds, les partenaires au développement du Sénégal. Vous pouvez me permettre quand même de continuer, parce que moi, en tout cas, pour tout le reste que je vous dois, je vous éduquer dans ce sens-là. Allez-y, petit frère. Allez-y. Voilà, maintenant, pour votre dernier mot, M. Ndiaye. Alors, moi je dis qu'il y a des instruments, qui ont été donc posés, la BND, la Banque nationale de développement économique, le FONGIP. Voilà donc des instruments qui permettront donc de financer des projets. Aujourd'hui, la BND a commencé ses activités donc le 27 janvier passé. Et beaucoup de projets structurants donc leur sont proposés et Inch'Allah, ils trouveront des financements. Je veux juste revenir sur un fait, parce que d'ailleurs, un État, c'est une continuité. Même si mon ami ne peut pas l'accepter, il y a un actif et il y a un passif. Si aujourd'hui nous acceptons de payer cette dette de 2500 milliards qu'Abdoulaye Wade a laissé sur place, si nous acceptons de débourser chaque mois 65 milliards pour payer cette dette-là, vous devez quand même accepter que ces quelques projets que nous avons trouvés sur place, qu'on puisse vraiment les revoir pour voir ces quelques projets, lesquels on pourrait en tout cas poser et proposer aux Sénégalais. Je pense qu'à ce niveau-là... Merci infiniment, M. Ndiaye. Merci, je vous remercie d'être passé. C'est à moi de vous remercier. Malheureusement, le temps est... C'est vrai que le débat est court. Moi, je devais quand même régler certaines questions. M. Ba, votre dernier mot. Merci. Mon dernier mot, c'est simplement de dire que le président Macky Sall n'a pas confiance à son Premier ministre, Aminata Touré, et il devrait vraiment quitter très rapidement avant qu'elle ne soit démise, parce que de toute façon, ça, elle ne peut pas conduire la vue. Le président l'a dit. Je pense que c'est malheureux. Par rapport à sa force physique, par rapport à sa disponibilité, et je pense que vraiment, le président peut se déplacer avec tout le monde. Les magouilles c'est ça le plus important pour un pays. Le président a donc les capacités physiques de se déplacer avec le gouvernement pour tout simplement régler les problèmes. Vous pouvez vous serrer la main. Voilà, amis téléspectateurs, qui met fin à ce 16e numéro d'Actupo. Je rappelle que nous recevions M. Ibrahim Ndiaye, il est membre du directoire de l'APR, par ailleurs directeur général de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat. Encore grand merci. Il y avait aussi avec nous M. Hassan Ba, membre du comité directeur du PDS. Merci à vous, M. Ba. Merci à toute l'équipe qui gravite autour de cette émission. Portez-vous bien et très bonne suite de programme de la RTL. Au revoir.